All right, guys, ce n'est que le Master Troll pour l'instant. Donc, figurez-vous donc que les François, hein, ce peuple héritier des Carolingiens, des Mérovingiens, du baptême de Clovis, ces peuples francs qui existent en Europe depuis l'an 600 ou 700, n'avancent l'heure que demain. Donc, alors que j'ai dit au sieur Isara que, dans le fond, il y aurait un show à midi pour moi au Canada et à 18h pour lui en France, j'imaginais qu'il y avait une forme de synchronisation dans l'avancement de l'heure dans le monde. Eh bien, c'est faux. Il est 17h en France pour l'instant. J'ai googlé et c'est vrai. Donc, Isara nous dit qu'il était sorti dehors en plus. Il n'est revenu que par pur hasard. Il dit qu'il n'a rien préparé encore pour la technique. Il veut que je lui dise ce qui lui est préférable. Commencer à l'heure au Canada ou à l'heure en France. Donc là, je vais devoir lui écrire que c'est déjà commencé. En cap lock, s'il vous plaît. C'est déjà commencé. Et je vais dire, ça joue sur votre YouTube aussi. Voilà. Donc, en attendant que ce cher Isara... Oh, il est arrivé. Je suis là. Alors, oui, bon, ça c'est indépendant de notre volonté. Hein. La nouvelle heure en France, elle commence demain, cette nuit. Incroyable. Là, et je ne savais pas ça. Donc, il y a quand même un 2-3 semaines de différence entre l'avancement de l'heure en France et au Canada? Parce que nous, ça fait au moins 2-3 semaines là, que c'est déjà fait. Ah bon? Ah, je croyais que c'était cette nuit, ça fait 3 semaines que... Ah bah non, bah nous... Ah bah je ne savais pas du tout. Je croyais que vous m'aviez dit que c'était aujourd'hui chez vous. Ah bah alors non, nous, Bon bah voilà, on s'est trompé sur ça en fait. Ouais, j'aurais jamais pu savoir. J'imagine que c'est une question de comment dire, au niveau, pas climatique, là, mais non, en tout cas, bref, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison pourquoi, genre, en France, vous avancez juste l'heure à ce moment-ci de l'année. Nous, c'est fait depuis il y a 3 semaines à peu près. D'accord. Alors, sur YouTube, du coup, moi, j'ai pas pu faire la technique. Alors, est-ce que... Oui, voilà, c'est bon, il y a un direct. Oui. Non, tout est supposé fonctionner automatiquement. D'accord. Oui, mais moi, j'ai pas pu. Bon, bah, tant pis, hein, moi, j'étais dehors. Vous m'avez dit ça, que c'était déjà commencé. Ouais, voilà. Ben là, c'est ça. Désolé, là, moi aussi, je pensais que, genre, on était synchrone au niveau de l'heure, mais bon, c'était pas le cas, c'est pas grave. Donc, je reçois aujourd'hui sur la Troll Academy Raphaël Zachary de Isara. Donc, cet être au nom tellement poétique. D'ailleurs, je voulais lui demander d'entrée de jeu, est-ce qu'il a des orgasmes orthophoniques lorsqu'il prononce son propre nom? Totalement. C'est même... ça va au-delà de ma renommée locale. C'est-à-dire que toutes les femmes sont attirées par ce personnage romanesque que j'incarne. Et beaucoup croient que c'est un nom inventé, mais pas du tout. C'est vraiment mon nom de naissance. Je suis né avec la particule, j'allais dire, dans les tréfonds de mon être, hein, pour être décent. Voilà, je suis un réel particulier, c'est mon vrai nom. Ça fait rêver les femmes. Alors, apparemment, je ne maîtrise pas ça, hein. Ben, écoute, c'est pas pour rien, je crois qu'on a encore la famille britannique, la famille royale britannique, bien que là, ils sont tous en train de décéder les uns après les autres du cancer, comme évidemment l'ancêtre, le père d'Élisabeth, qui s'appelait George V, c'est ça, George V? Oui, je crois, oui. Il a son hôtel à Paris, oui. Ouais, en tout cas, il est mort d'un cancer des poumons. Donc, le cancer circule dans leur génétique, appauvrie, évidemment, suite au siècle d'endogamie et de cousinage qu'ils ont mis en pratique. Donc, excellent. Et aujourd'hui, en fait, j'avais un concept particulier. On s'en était parlé en amont, bien sûr. Au début, je voulais y aller, je voulais qu'on soit bold. J'avais imaginé qu'on pourrait, ensemble, à 4 mains, écrire un texte. OK? Composer, donc une plongée immersive dans le processus créatif. Mais là, on s'est dit que, bon, écrire un texte, évidemment, ça demande de la concentration, ça demande du silence, ça demande d'avoir la possibilité d'aller au fond de son intériorité et compagnie, et qu'en direct, ça se prêtait peut-être pas à ça. C'était une idée ambitieuse, mais qui ne porterait pas ses fruits. Et comme dit le Christ, évidemment, le Christ dont c'est le grand retour ce week-end, il faut arracher les mauvaises herbes. Bon, je paraphrase un peu la parole d'Évangile. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va plutôt parler de façon intellectuelle, mais pas juste intellectuelle, également de façon personnelle. On va parler du processus créatif. Et j'ai repris l'expression latine camera obscura,
qui est en fait l'espèce de boîte noire dans laquelle les anciens photographes se plongeaient avec le petit voile qui les rabattait sur leur tête, justement, pour créer un écran. Donc, c'est ça, la caméra obscure, en réalité, c'est notre intériorité, c'est à l'intérieur de notre caboche, qu'est-ce qui se passe lorsque la magie opère, lorsque nous créons du beau. Et donc, ma première question, ça, c'est juste pour nous starter, là. On va aller plus dans le détail après. Évidemment, dans les commentaires, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez envie de demander, par exemple, comment est-ce que Raphaël Zacharie de Isera a accouché de certains de ses textes, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est motivé encore aujourd'hui à faire des soliloques shakespearien devant sa caméra, eh bien, ça lui poser la question dans les commentaires. Donc, ma première question, c'est comment est-ce que le beau émane de Isara? Oh, je pense qu'il a gelé. Je pensais qu'il m'a regardé dans une espèce de pose à la Zoolander depuis tantôt, mais apparemment, il a gelé. Oh. Bon, je regarde un petit peu les commentaires. Il va sûrement se reconnecter en pas long. C'est une décision arbitraire d'économie d'énergie vestiage de la Deuxième Guerre, d'énergie vestige. Black Ben, ça commence bien. Bonne première question pour notre cher Zachary. François Aubé, wow, combien de body count du monsieur au nom orgasmé? Eh bien, François, tu t'imagines bien que cette question hyper trolatique lui fut posée lors du premier épisode, lors de sa première venue, hein, de First Coming. Il a répondu de façon détournée et imaginative. Voilà, coupure Internet. Hein. Alors là, c'est complètement indépendamment de ma volonté. Hein. Mais inquiète-toi pas, quand toi tu bugs, ça continue à rouler. Fait que, dans le fond, le show n'est pas interrompu nulle part. Ah bon, le son n'a pas été interrompu? Non, toi, tu as été interrompu, mais moi, j'ai continué le show pareil, puis ça continue juste sur YouTube. Donc ici, on avait encore quelqu'un qui voulait savoir ton nombre de partenaires sexuels. Étant officiellement, vous savez, je ne suis pas marié, mais enfin, je vis en couple. Donc officiellement, j'en ai qu'une, et c'est la meilleure, bien sûr. Alors, je parle ou de ma muse principale ou de ma femme. Ça, c'est à vous de deviner. Hein. Moi, vous savez, ma femme, ma première femme, c'est la poésie. Hein. Ouais. La poésie et la deuxième femme, la France? Non, pas du tout. Non, je veux dire, ma partenaire principale se nomme Poésie. Et après, elle est peut-être incarnée par celle qui partage mon alcôve, enfin mes nuits, enfin ma vie, quoi, en fait. Hein. Hey, tu m'as donné le goût de te montrer quelque chose, parce que te parler de poésie, ça m'a rappelé un passage d'un film de Alejandro Jodorowsky. Tu connais Jodorowsky? Non, pas du tout, non. Ben, je vais te montrer un passage, ça va sûrement te rappeler quelque chose. Faut juste que je retrouve. C'est pas là. C'est pas quelque chose que j'avais prévu d'avance, donc là, c'est pour ça qu'il faut que je cherche. Donc, je l'ai ici. OK. Écoute, c'est un extrait que j'ai écouté probablement une centaine de fois. Je trouve ça très beau. C'est à propos de la poésie. Donc, je vais faire jouer ça. Ça va peut-être nous mettre un petit peu dans le mood là, pour ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Yo soy el que tú serás, o tú fuiste el que yo fui. Te entregaste a la poesía y no lo lamento. ¿Qué lograré? Aprenderás a morir con felicidad. Tengo miedo de morir. Tienes miedo de vivir. Tengo miedo de defraudar a los demás. No eres culpable de vivir como tú eres. Serías culpable si vivieras como los otros quieren que tú vivas. ¿Cuál es el sentido de la vida? La vida. El cerebro hace preguntas. El corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. Hay que vivirla. Vive. 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 Es-tu d'accord avec ça, toi, que la vie n'a pas de sens? Bah, je vais vous dire, déjà, il aurait fallu que je sois en phase. Oh, je pense qu'il a gelé encore. Bon, je pense, guys, que ça va être un épisode difficile aujourd'hui. On n'avait pas eu de problème technique lors du First Coming de Raphaël,
mais on dirait que cette fois-ci, son Internet n'est pas au niveau. Donc, je ne sais pas s'il y avait eu 1 heure de plus pour se préparer, il aurait pu faire un petit peu plus de fine-tuning. Mais pour l'instant, on dirait qu'on va devoir travailler avec ça. Donc là, j'imagine qu'il va disparaître encore une fois et se reconnecter. Ici, on a Steve Saint-Pierre qui dit « Avant le Big Bang ou la théorie que vous voulez, il n'avait rien. Dieu a créé rien et tous. » Avant le Big Bang ou la théorie que vous voulez, il n'y avait rien. Dieu a créé rien et tous. C'est vraiment drôlement formulé, mais ça te met, Steve, face au problème, le problème scolastique de la régression à l'infini. Hein, la régression ad infinitum. C'est que si tu réfléchis en ces termes-là, ta logique est viciée from the beginning. Parce que, d'un point de vue causal, tout effet a une cause. Donc, soit tu postules l'infini, c'est-à-dire que, dans le fond, le monde est une chaîne de cause à effet sans fin, ou tu postules une cause sans cause, ce qui est une licence, hein, ce qui est une aberration, on va dire, du jugement, ce qui est une contradiction philosophique à l'intérieur même de la loi de causalité. Tu peux faire ça, tu peux postuler Dieu. Évidemment, rendu là, tu t'extrais toi-même de la philosophie et tu entres dans le domaine de la foi. Mais ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux complètement transformer en profondeur ta métaphysique, mais ce sera un sujet pour une autre fois. Raphaël, Zachary de Izara est de retour. Des petits problèmes techniques, l'ami? Oui, oui, oui. Il y a des coupures Internet, je ne sais pas d'où que ça vient. OK. OK. En tout cas, on va continuer, on va voir. J'espère que ça va s'arranger un peu. Donc, oui, ma première question, c'était comment est-ce que le beau émane de Izara? Comment est-ce que Izara produit du beau? Ah bah ça, c'est une vaste question, c'est le grand mystère. Hein. Ça, c'est la grande question qui me concerne. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un débiteur de beau, je suis un pondeur de beauté, un diffuseur de beauté également. Et parce que tout simplement, je suis connecté à la poésie avec un grand P, hein, directement connecté au ciel avec la poésie. Et c'est un canal direct, je déverse à grand flot, de manière gratuite et non-stop, hein, ininterrompu, des flots de poésie, de beauté, de rêve et de vérité. Et dans quel contexte, dans quel environnement, dans quelle structure, dans quelle ambiance est-ce que, dans le fond, la création littéraire se opère? Est-ce que ça peut être dans n'importe quel contexte ou il y a des contextes privilégiés? Alors oui, on peut me commander en appuyant sur un bouton, on peut me commander de la poésie, de la beauté, mais également, ça ce sont les moments les plus privilégiés, quoi. Et c'est lorsque je suis en effet dans un contexte intérieur, lorsque je suis réceptif à la beauté. Alors en général, c'est conditionné par l'extérieur, hein, l'environnement extérieur. Hein. C'est-à-dire que si je suis dans un beau paysage, un beau ciel bleu et qu'en même temps ma conscience est en plein éveil, alors là, ça y va, là, les vannes sont grandes ouvertes. Et puis là, je déverse de la poésie isarienne par tous les trous, par tous les pores. Hein. Donc, on pourrait parler en anglais, ils disent un stream of consciousness. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, chez moi, c'est un torrent ininterrompu. Ouais. Je ne connais quasiment pas, on va dire, la page blanche, sauf quand je dors. Et encore, quand je rêve, même là, j'émets de la beauté. Alors, vous voyez, malgré involontairement. Et là, il y a plusieurs auteurs qui vous envieraient d'entendre ça, là. Oui, mais oui, c'est vrai. Lorsque je ne suis pas en contact direct avec le ciel, c'est la technique qui prend le dessus. Et sur le plan strictement technique, j'arrive à pondre mes cocos littéraires, mes œufs littéraires, et ça fonctionne. Mais quand même, là où c'est l'idéal, c'est quand je suis vraiment inspiré, je suis habité par mes muses, et alors là, ça va tout seul. Et on a un auteur, nous, au Québec, un philosophe éroticien, hein, éroticien de érotisme. André Moreau, peut-être que vous avez déjà entendu son nom. C'est un gars qui a fait un doctorat en philosophie à la Sorbonne il y a très longtemps, dans les années 60-70. Et lui, en fait, il dit que l'érotisme est une énergie d'abondance qui lui permet justement de jacter, ou plutôt de jacter ses aphorismes, de jacter sa pensée, mais c'est ce qui nourrit sa pensée. Donc, est-ce que chez Izara, il y a une connexion entre l'acte créateur et l'érotisme? Oh, moi, la connexion, elle est universelle. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'anti-érotisme.
Ça peut être de la boue, du ciel, de la joie, de la tristesse, tout m'inspire. Même l'excrément, j'ai même écrit des textes sur l'excrément. Non, non, j'ai pas vraiment de choses, parce que pour moi, la poésie, c'est un principe d'essence divine, et la poésie est partout, puisque la création est par nature divine. Donc, tout est poésie. Hein. Ben ça, c'est intéressant. Il y a dans les Illuminations d'Arthur Rimbaud, dont vous n'êtes pas un fan, on en a déjà parlé, Arthur Rimbaud dit « Tous les phénomènes l'influençaient » ou « Il fut influencé par tous les phénomènes ». C'est une phrase poétique des Illuminations que j'ai toujours beaucoup aimée. Donc vous, en fait, on pourrait dire à quelque part que tous les phénomènes vous influencent, et on pourrait également ajouter à cela, comme chez Nietzsche, qu'il faut savoir s'enivrer avec n'importe quoi, donc pas seulement les stupéfiants, pas seulement l'alcool, s'enivrer du printemps, s'enivrer d'une fine bruine, s'enivrer des enfants qui jouent à la marelle dans la cour de récréation. Il y a un passage, c'est un très beau passage chez Nietzsche également. Donc, la capacité à se laisser, influencer créativement par tout ce qui vous entoure. Oui, alors c'est ça, c'est exactement ça en fait, hein, puisque la création est miraculeuse, hein, tout est miraculeux. Même ce qui paraît laid, le beau, ce qui nous paraît laid, en fait, c'est d'essence divine, donc c'est une merveille, hein, tout est merveille. Hein. Mais ce que nous dit l'époque aujourd'hui, c'est que la laideur est une forme de beauté. La laideur est une forme d'apparat. On sait que gros, c'est beau. Ça, c'est le slogan du 21e siècle, gros, c'est beau. Donc aujourd'hui, on est même en train de tenter de générer du beau à partir du laid. Et ça, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre la suprématie, comme Jason Bourne, la suprématie du beau sur tout le reste. C'est vrai. Encore que la laideur, bon, c'est quoi? C'est un filtre psychologique. Hein. Vous savez, il n'y a que les humains qui perçoivent la laideur, comme la beauté d'ailleurs. Un chat, un chien ne perçoivent ni la beauté ni la laideur. Et ça, c'est notre psychologie qui fait que nous estimons beau ou moins beau telle ou telle chose. Mais dans l'absolu, tout est beau. Moi qui ai peur des araignées, par exemple, je trouve ça horrible, une araignée. Mais pourtant, c'est magnifique lorsque j'arrive à faire abstraction de la partie psychologique, hein, bon, les pattes noires, velues, etc. Mais lorsqu'on regarde une araignée dans l'absolu, eh ben c'est une création divine. Ah oui, c'est merveilleux. Avec ça. Puis d'ailleurs, l'araignée a été représentée de façon poétique dans de nombreux textes. On sait que dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, ou plutôt dans le Silmarillion, là, dans le premier âge, on a Morgoth qui, pour se venger de ses frères, là, les créateurs du monde, va détruire l'arbre de vie avec une gigantesque araignée dont j'oublie malheureusement le nom. C'est Umbrelland ou quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe. Et il y a dans différents textes, si jamais on a la présence d'araignées. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On va regarder quelques questions. Ici, il y a Amon qui demande « Est-ce que vous êtes fort au jeu du champ lexical? Si, par exemple, je vous dis fleur, vous sortez combien de mots du même thème? » Je ne connais pas du tout ce jeu, alors pourquoi je suis censé répondre Ben, grosso modo, en fait, sa question, c'est si, mettons, il vous donne un mot, par exemple, le mot fleur, oui. Êtes-vous capable d'enchaîner orchidée, jacinthe, pelouse? Ah oui, oui, ça, ce sont des... Ah oui, d'accord, ce sont des synonymes, en fait. Ouais. Ou des allusions, je ne sais pas, ça dépend si c'est par allusion, par synonyme, par association d'idées ou juste par synonyme. Ben, je pense qu'il parle de champ lexical. Donc, synonyme et champ lexical, c'est pas la même chose. Donc, moi, je pense que champ lexical, c'est plus vaste que synonyme. Donc, ça pourrait inclure les synonymes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne, je crois, dans mon cerveau, pour la partie technique, la construction d'un texte. Hein. Ça part lorsque je veux faire des allitérations, d'une certaine musicalité ou des associations d'idées plus ou moins pittoresques, loufoques, et puis voilà, que ça soit bien fleuri, ou alors noir, hein, peu importe. Oui, c'est que ça fonctionne aussi comme ça, oui. Encore en référence à cette question-là, j'aimerais vous demander, on sait par exemple qu'il y a plus de mots dans la langue française que dans la langue anglaise. Et il y a certains auteurs, je crois que Michel Onfray s'était déjà vanté de ça, mais d'autres également, je pense André Moreau aussi, que j'ai évoqué tantôt, le fait. Êtes-vous du genre à faire un effort particulier pour renouveler votre vocabulaire? Est-ce que Raphaël Zacharie de Rezara est le possesseur d'un très vaste vocabulaire ou, comme d'autres auteurs, vous préférez travailler avec les mêmes mots, avec le même thème? Donc, plutôt la consistance que le maximalisme. Bon, d'abord, je cherche la qualité textuelle, je cherche à provoquer une émotion chez le lecteur.
mais j'ai quand même aussi des grands principes. C'est que je ne fais pas de répétition. Du moins à partir de mon 1000e texte environ. Hein, mes textes sont numérotés de 1 à 2200 environ. Au 1000. Et puis, pour moi, Oups là, on est encore en train de le perdre. Je ne sais pas s'il m'entend quand je dis ça. Donc, ça l'a gelé encore une fois. Bon, on va attendre qu'il revienne. Donc ici, Aires qui disait « Je vous conseille d'écouter ces textes sur Clinchamp. Ce sont des perles et ce village existe réellement. » Je ne sais pas, Aires, si tu peux m'envoyer des textes de Clinchamp. Je vais marquer Isara Clinchamp. Peut-être que je vais être chanceux. Ah, j'en ai un. Je suis tombé sur un texte. Excellent. Donc, ici, attente à Clinchamp. Je suis sur le sol de la réalité et sous le ciel de mes rêves, à Clinchamp précisément. C'est aussi la terre des sédentaires et l'azur des voyageurs, les paysages des mortels et l'infini des oiseaux, la vérité des hommes et l'horizon des vaches. Là, je me trouve face à rien et attends que tout se passe, sachant que même le néant en ce lieu reste encore un événement notable. Je ne doute pas que tout espoir assez sûr sera comblé soit de flammes pures, soit de poires bien mûres, tant ce microcosme champêtre est chargé de petits riens fracassants, d'ombres fulgurantes et de vides récédant des tempêtes. Jamais je ne serai déçu à demeurer là, les pieds dans le présent, la tête ailleurs. Bon, j'étais en train de lire un de vos textes qui était recommandé ici par un auditeur dans le chat, donc les textes sur Clinchamp. Dit-il, ils font des perles. Donc, j'étais en train de lire un passage de ça. Ici, on a Mariam qui dit « Salut, Mathieu a écouté nos conseils de la dernière fois et s'intéresse cette fois-ci davantage à Isara qu'à lui-même. » Mais là, ce qui est intéressant, on sait que Stendhal a écrit un recueil autobiographique qui s'appelle « Les souvenirs d'égotisme ». Et la première fois que j'ai interagi, que j'ai communiqué avec le sieur Isara, comment a-t-il dit? Il m'a dit « Je suis autocentré. Je suis un égocentrique assumé. » Et il est aujourd'hui face au Master Troll, le bien-aimé Master Troll, un être fanfaron qui parle de lui à la troisième personne. Donc, comment se sent Isara, le poète, d'être face à un autre égotiste? Ah ben moi, ça me convient parce que je comprends ce que vous ressentez, ce que vous attendez. Donc, deux égocentriques ensemble, pour moi, ça ne peut être que harmonieux. Hein. On est fait pour s'entendre, pour se comprendre. Mais je pense qu'on est des bons. On est des bons égocentrés. On est des égoïstes illuminés. Moi, c'est mon expression favorite. J'ai fait tout un podcast par rapport à cette notion-là d'égoïsme illuminé. Je ne ressens aucune énergie. Non, comment dire, à votre contact, je ne me sens pas en relation avec un voleur d'énergie. L'égoïste problématique, c'est celui qui ramène toujours tout à lui et qui ne donne jamais. Alors que nous, on donne, on fait un podcast présentement, on vous donne quelque chose, on est généreux de nous-mêmes. Et évidemment, Isara, qui à peu près tous les jours vous sort un nouveau texte, est très généreux de sa personne. Donc, je continue dans les commentaires. Alors, j'ai une coupure, je n'ai pas pu terminer, je ne sais pas lorsque ça s'est coupé. Hein. J'étais en train d'expliquer. Ouais, si tu as encore ton fil d'idées, tu peux continuer. Ah non, j'ai perdu le fil. Dans les répétitions. Ok. Ah oui, j'étais dans les répétitions, c'est ça, il me dit Isabelle. Je parlais des répétitions, c'est ça, non? Oui, c'est vrai, on parlait en fait de la composition des textes, l'étendue du vocabulaire, etc. Oui, voilà. Oui, alors je disais, bon, qui est ma marque de fabrique, enfin, je ne sais pas si d'autres le font, mais c'est que mes textes ne comportent strictement aucune répétition, théoriquement. C'est vrai que moi aussi, personnellement, en tant qu'écrivain, j'ai une attention particulière pour la répétition. Faut bien comprendre qu'il y a la répétition vulgaire, qui est le fait d'avoir un vocabulaire pauvre ou de ne pas faire attention, faute d'attention. Il y a également la répétition comme propre, donc comme figure de style. Parfois, oui, c'est pas pareil. Oui, c'est différent là, c'est différent. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas en abuser parce que malheureusement, c'est que la répétition se retrouve tellement partout aujourd'hui qu'en termes d'effet, en termes de caractère spectaculaire, elle en perd puisque tous les gens font des répétitions sans avoir à se forcer. Et alors, j'ajoute quand même
Donc, absence de répétition et puis aussi, oui, renouvellement. Alors, j'essaie toujours de trouver des nouvelles formules, hein, des formules. Alors, j'évite, oui, également, dans la mesure du possible, j'évite les clichés, hein, Ouais. que ce soit des gros clichés ou moins gros, mais j'évite et j'essaie de renouveler à chaque fois, d'inventer des nouvelles formules hein, qui sortent Ouais. de ma plume. Alors, je vérifie si la formule n'est pas déjà écrite sur Internet. Ça m'arrive souvent pour voir si Ouais. quelqu'un ne l'a pas dit avant moi. Et voilà, j'essaie d'être le plus possible unique. Hein. Mais nos deux précurseurs, Gustave Flaubert et Léon Bloy, ont tous les deux écrit des textes pamphlétaires, des diatribes, on va dire, virulentes contre ce que Flaubert appelait les idées reçues, le dictionnaire des idées reçues. Et je ne me souviens plus du titre du livre de Léon Bloy à propos des lieux communs. Je crois que c'est Dictionnaire des lieux communs ou un truc comme ça. Et les deux, en réalité, se moquent de ces formules-là compassées qui sont insupportables. Et effectivement, pour moi, je vais le dire de façon très aristocratique, c'est une faute de goût. Oui, Donc, c'est vrai. utiliser un lieu commun dans un texte original, dans un texte d'auteur, c'est vraiment une faute de goût. Voilà. Ici, on a mon cher High Actual Black Ben Carson qui demande Isara a-t-il des limites éthiques ou morales? Vous voulez dire dans l'écriture? J'imagine que c'est au niveau de la création littéraire Ouais. ici, mais bon, aussi en général. Comme tout être éveillé, bien évidemment, j'ai des limites, bien sûr. Hein. Donc, il y a des sujets, des thématiques sur lesquelles vous ne vous permettriez pas d'écrire, vous qui avez composé un ode à l'excrément. Bon, alors déjà, il faut savoir, c'est que moi, j'écris alors en finalité pour produire du beau. Voilà. Après, je peux parler de la merde parce que la merde, il n'y a rien de. La merde, c'est naturel. Hein. Si je produis du beau à partir d'histoires malheureuses, à partir de destins que j'invente, de destins funestes, etc., si je peux émouvoir et puis rendre sensible l'humanité, pour moi, ce n'est pas un mal. Voilà. Ce que je me refuse à faire, ce sont des conclusions. Alors, ça m'arrive d'en faire des conclusions funestes. Et c'est soit pour éduquer ou pour faire rire, ou les deux en même temps, pour faire réfléchir, mais ça n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas par exemple, le conte cruel gratuit, quoi. Hein. Il faut qu'il y ait un espoir à la fin. Alors, bon, je vais être honnête, ça m'est arrivé. Parce que lorsque, par exemple, je veux faire dans la littérature pure, oui, j'aime faire. Parfois, il n'y a pas d'espoir, c'est un trou noir. Bon, ça se termine comme ça. C'est pour faire un effet. Mais dans la plupart des cas, je veux quand même qu'il y ait une lumière, un espoir. Et si vous étudiez bien mes textes, vous remarquerez que dans à peu près tous les textes, il y a une forme ascendante. Voilà. Je pars du bas et pour aller vers le haut, même si c'est en filigrane. Hein. Parce que je cherche je ne veux pas produire du malheur, de la laideur ou du désespoir. Je veux produire alors du comique, de l'humour, du beau, du littéraire, mais jamais de choses négatives, gratuites. Excellent. Puis je comprends tout à fait parce que pour moi, la limite éthique, la catégorie éthique ne s'appliquerait par exemple que dans un texte idéologique. Et là, je vais référer à La Fontaine, pas que je considère que La Fontaine, l'auteur des Fables, soit nécessairement un idéologue, mais c'est que lui, en fait, c'est qu'il cherchait à quelque part à instruire, par ses satires et compagnie, comme il cherchait quand même à avoir un impact sur les mœurs, un impact social. Et moi, en fait, je n'ai pas du tout cette composante-là, par exemple, dans mon écriture. Je cherche à produire du beau. Donc, je suis vraiment au stade premier chez Kierkegaard, le stade esthétique. Et la seule question que mon lecteur a à se poser, c'est est-ce que, dans le fond, le texte est beau? Et si ça donne que le contenu, le sens du texte est en accord avec vos prémices, avec votre Weltanschauung, ou pour le dire au pluriel, toujours en allemand, Weltanschauungen, eh bien, grand bien vous fasse. Mettez ça dans votre pipe et profitez-en. Parce que de toute façon, le contenu chez moi est toujours un prétexte, toujours accidentel. Ici, Troll des Montagnes qui dit à quand un podcast collaboratif avec Isara et Christian Adam? Christian Adam, c'est un de mes amis auteurs. Donc, il a publié 2 livres et beaucoup de critiques littéraires. C'est sûr que vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas un auteur qui est connu. Il est venu sur mon podcast une fois. Lui, il vous connaît. Et je crois que ça l'intéresserait. Donc, on s'en reparlera après le podcast ou off podcast. Si jamais vous voulez revenir pour une trilogie sur Troll Academy, je pourrais demander à mon ami Christian Adam, qui est un autre auteur, on pourrait se faire une petite rencontre à 3. Ça pourrait être intéressant. Oui, avec plaisir, oui. Parfait.
Je regarde s'il y a d'autres questions. Ici, J'ai pas vraiment encore répondu totalement à. J'avais d'autres choses à l'autre question, à l'avant-dernière question, hein, sur les limites morales. Ouais, poursuivez. Bon, par exemple, bon, j'essaye au maximum parce que bon, je sais pas, on va trouver ça peut-être saugrenu, loufoque, mais j'essaye dans la mesure du possible, ça m'est arrivé, mais j'essaye au maximum d'éviter certains mots, en effet, que je n'aime pas. Voilà, parce que je veux que mes textes soient positifs. Par exemple, le mot enfer, diable, Satan, etc. Bon, ça m'arrivait de l'utiliser lorsque vraiment je ne peux pas faire autrement, mais en général, j'évite parce que voilà, on pourrait trouver ça puéril, mais je ne veux pas me donner des éléments comme ça de noirceur dans mes textes qui font référence. Parce que c'est des images très binaires, c'est des images très binaires, très, très compassées, très usées, très galvaudées. Enfer, c'est comme on pourrait rajouter une majuscule au E. Mais moi, je vais préférer, par exemple, utiliser, mettons, des termes comme la guéenne, hein, la guéenne, ou la bouche d'ombre, le grand précipice. Bon, le grand précipice, pas particulièrement original, mais l'affaire, c'est qu'enfer est quand même une image, une idée poétique qui peut être raffinée. C'est tout à fait faisable de réinventer cette idée-là ad libitum. Je veux dire, il suffit de réfléchir un peu, puis on va être capable de trouver des périphrases et des images un petit peu plus novatrices et saisissantes pour parler de la même chose. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je n'utilise pas ce mot dans l'enfer dans le sens où par exemple, c'est un enfer qui est voué à la damnation. Lorsque j'utilise, ça doit être dans un esprit positif. Ça peut être le contraire de l'enfer. Alors, je peux trouver des synonymes, c'est pas la question. Mais c'est pour dire que je n'aime pas, par exemple, vouer des personnages à la GN. Non, moi, j'essaye toujours de sauver les gens, de leur accorder une rémission. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'alchimie du verbe rébaldienne. Et comme disait Charles Baudelaire dans sa préface jamais publiée aux Fleurs du Mal, « Ô muse, j'ai transformé la boue en or. » Donc, lorsqu'on parle de l'enfer, il faut le faire comme Dante Alighieri, il faut le faire bellement. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire, voilà. Ici, on a Douchka de Lulu qui dit « Raphaël, on attend un texte ciselé sur l'accent québécois. » Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai écrit, j'ai fait référence, j'ai fait une allusion. Oui, mais alors je ne pense pas que je l'ai publié ce texte. Ça fait longtemps déjà. Lorsque j'étais sur un forum littéraire et j'avais parlé de l'accent québécois, en effet. Mais alors, j'ai dû perdre ce texte. Hein, je l'ai pas. Un potentiel inédit de Isara qui un jour pourrait être vendu à plusieurs centaines de milliers de dollars, un peu comme les toiles de Vincent Van Gogh. Donc, Isara et Van Gogh auront été pauvres toute leur vie, auront vécu de façon christique et après leur mort, leurs travaux, leur œuvre qui leur aura survécu pourra se vendre à des centaines et des milliers de dollars, voire des millions de dollars à des gros bourgeois qui les collectionneront pour effectivement attirer la faveur des femmes qui demeureront éternellement enamourées par la poésie du poète Raphaël Zacharie de Isara. Ici, Amon qui demande « Est-ce que vous connaissez le journal de personne ?» Donc, ça semble être un pseudo, c'est tout en un mot. C'est une femme comme vous qui écrit un texte par jour depuis 10 ans. Non, je ne connais pas du tout. Mais je le répète, je m'intéresse très peu au blog des autres. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir, puis on va aller voir c'est quoi. Le journal de personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle produit, cette personne-là. Donc, le journal de personne. Ici, on a les journaux pour tous. Le fabuleux destin de quelqu'un. Bon, comment on fait pour avoir accès à un texte? Là? L'accès aux publications sur le site à l'espace commentaire est plus d'une 50aine de vidéos avec formule 10 € par mois. Ah bon. Je pense qu'il faut payer pour pouvoir lire ce que cette personne-là écrit. Donc là, c'est trop chiant. On laisse faire. Ici, Sigismond de Sapodia. Que pense Raphaël Zacharie de Isara de Yukio Mihima? Je ne connais pas. Je ne connais que moi-même. Vous savez, tous les autres, même les Français, je ne les connais pas. Alors, vous pensez bien, les Japonais en général. Hein, je connais très peu d'artistes, en fait, hein, à part moi. Hein. Et c'est normal. Hein. Est-ce que ça fait partie, selon vous, d'une de vos forces? Okay? Parce que moi, à l'inverse de vous, j'ai lu et je connais intimement, je peux citer dans le texte énormément d'auteurs. Vous le savez, vous m'entendez là, dans le podcast. Oui. Je fais ce qu'on appelle du name dropping. On m'accuse souvent de ça.
Mais j'en suis très fier parce qu'à quelque part, je paie ma dette à ces gens-là qui ont influencé ma pensée. Ça me fait plaisir de le faire. Et en même temps, ça me fait passer pour une espèce de petit know-it-all, un petit érudit, un petit emmerdeur. Donc, c'est parfait, ça fait chier les cons. Mais est-ce que le fait que Izara, à contrario, le Master Troll, est totalement souverain dans son univers, qu'il ne contamine pas avec des paroles venues d'une étrange contrée, est-ce que ça l'avantage dans sa création littéraire ou est-ce que ça le limite? Alors, c'est à double tranchant. Alors, en fait, il m'est arrivé d'écrire des choses que je croyais uniques. Et puis, en fait, il s'avérait que ça avait été déjà décrit ou écrit par d'autres. Mais ce n'est pas grave. Moi, je reste vierge. Ma plume, elle est vierge. Et puis, je suis dans une permanente créativité. Je ne suis influencé par personne. Aucun écrivain ne m'influence puisque je ne l'ai pas lu. Et je veux enfin, je suis moi-même mon monde, quoi. Je m'inspire de mon propre monde. Alors, ça peut être les muses, ça peut être le ciel, peu importe. Mais c'est ce qui fait ma spécificité et mon originalité, c'est que je n'ai aucune influence livresque. Imaginez à quel point ça serait insultant si un jour vous vous connectiez à votre page Wikipédia, que vous n'auriez pas écrit évidemment, et que c'était marqué « a été influencé par » et là, dans le fond, il y aurait une panoplie d'auteurs. À mon sujet, j'ai pas bien compris à mon propos. C'est une blague peut-être un petit peu trop sophistiquée. Là. Oui, peut-être, parce que je connais le Canadien. Ouais. Je perçois pas toutes les finesses, les finesses. Parce que la finesse, elle est plutôt dans la langue française. Ouais, non, mais là, c'est ce qu'on pourrait appeler une blague un petit peu trop subtile. Ici, Tontube Zitube qui demande Izara connaît-il Maurice Bardèche? Là, on est encore un peu dans la même logique. Izara ne connaît pas Maurice Bardèche. Il ne connaît pas les autres auteurs. Il ne connaît que Izara. Il ne fait que du Izara, mesdames et messieurs. Que cela soit dit pour toute l'éternité. Ici, Steve Saint-Pierre, je viens de faire une demande d'accéder à un de tes groupes. Je vais publier de la bombe que tu pourras exploiter à ta guise. Oh. Oui, avec plaisir, oui. Je comprends pas trop. Hein. C'est un Canadien, je suppose, qui me parle. Ouais, je pense que c'est un Canadien. Je comprends pas trop ce que ça signifie, hein, cette phrase. Apparemment, je sais pas. Ouais, mais vous me tiendrez au courant. Vous me tiendrez au courant de la teneur des textes ou des choses qu'il va poster dans vos groupes, on verra. Ici, Douchka, est-ce que Raphaël peut nous parler de son frère humoriste de talent, Xavier de Izara? Il a eu son 1 quart d'heure de gloire chez Hanouna. Il est passé 3 fois, je crois, chez Hanouna. Oh, oui, bah alors, mon frère, alors Xavier, lui, il a beaucoup plus de succès que moi. Hein, il fait des millions de vues. C'est même devenu, on peut dire, un influenceur. Hein. Je n'ai pas son succès. On n'est pas sur la même. On n'est pas dans le même état d'esprit. Cela dit, nous sommes issus du même moule familial, hein, du même moule culturel. Donc moi, ce qu'il publie sur YouTube, je trouve ça anodin puisque je le connais et puis je connais cet esprit. Donc pour moi, ça me surprend pas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, étant donné que moi je suis habitué à cet état d'esprit, à cet esprit-là, ces vidéos me paraissent normales, quoi. Puis lui, dans le fond, il crée sur quoi? C'est quoi son talent? C'est quoi ses centres d'intérêt? Oui, c'est-à-dire qu'il paraît beaucoup plus éclatant aux yeux des autres qui ne le connaissent pas. Mais c'est quoi qu'il produit? De la musique, des textes? Non, bah c'est des. un humoriste, excuse-moi. Oui, non, mais c'est sous couvert d'humour. Il parle d'actualité, il essaye d'éveiller les consciences, les gens, il essaye d'expliquer la marche du monde et puis voilà, toutes les forces cachées qui fait que les gens ne voient pas l'essentiel, quoi. Hein. Il essaye d'ouvrir les yeux et l'âme des gens qui sont abrutis par les écrans, la télévision. Moi, je fais la même chose, mais je m'y prends autrement. Alors peut-être d'une manière un peu plus brutale en ce qui me concerne. Mon message passe beaucoup moins bien. Alors que lui, il fait passer ça avec humour, avec subtilité. Et donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus connu que moi. Il a beaucoup plus de succès que moi. Il est-tu sur la même ligne? C'est lui aussi, c'est ce que c'est un conservateur royaliste? Ouais? Oui. Non, pas sur la politique, non, mais sur la tentative d'éveiller les abrutis, quoi, les masses abruties par les médias, par les télévisions. Voilà, mais il le dit de manière qui est plus acceptable que moi. Oui, beaucoup plus fine que moi. Ouais. Et donc, ça lui permet, comme on sait, de pouvoir fonctionner dans les médias mainstream.
Mais on sait, l'humour a été défini par Alain Soral comme étant un antidépresseur. Je ne sais pas si c'est lui qui a la paternité de cette analogie-là, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. Effectivement, l'humour, aujourd'hui, c'est une façon de désamorcer, de déprogrammer les gens, de rendre à leurs yeux toute révolution, tout désir de changer les choses, on va dire, exagéré, parce qu'ils se disent, dans le fond, le héros a transcendé dans le film hollywoodien que j'écoute, et il y a nos antidépresseurs à deux pattes, qui sont les humoristes, qui finalement rient à notre place des élites, et on a l'impression après ça que la job a été faite. Bah, disons que son humour est pédagogique, quoi. Il essaye de faire passer des messages qui, sans cela, ne passeraient pas, quoi, hein. Avec l'humour, vous savez, on peut faire passer des messages beaucoup, beaucoup mieux que plutôt frontalement, comme moi, sans humour. Moi, j'y vais plutôt avec Mais vous, c'est la poésie. Vous, dans le fond, ce qui aide à faire passer vos messages, c'est la beauté, c'est leur beauté, la poésie, le rythme, l'écriture, tout ça. Genre, si, dans le fond, vous ne feriez qu'écrire des textes informatifs plats, donc de la prose, on va dire, la prose de journal, là, ça serait encore plus chiant. Là, ça serait épouvantable. Mais comme il y a un travail, et je le dis gentiment, un travail d'emberlificotage en arrière du message, mais là, ça le rend beaucoup plus digeste. Vous savez, si on écrit pour dire des platitudes, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Ouais. Ici, on a iRez qui me fait une recommandation. Chers amis québécois, je vous invite à regarder une série de vidéos appelée Isara Danse, ainsi que toutes les vidéos réalisées avec son fidèle compère Quentin Rouchet. Et ici, Douchka qui dit, Mathieu, étonnant que vous ne connaissez pas ça. Là, elle me donne la chaîne du frère en question. Donc, effectivement, non, je peux vraiment pas parler. Douchka de Lulu, il faut dire que j'ai oublié, Monsieur Lévesque est canadien, donc voilà, il connaît pas nécessairement le succès de Xavier. Et au Canada, de toute façon, on connaît peu d'humoristes français. Ben, en fait, on connaît on pourrait dire les plus grands, là, bien que ce soit relatif et que grand doit être entendu uniquement en termes de rayonnement à l'international. Mais bon, il y a Dieudonné qui est connu un petit peu pour les mauvaises raisons, on va dire. Mais sinon, ben, c'est les mêmes toujours, là, Gad Elmaleh, puis l'ancien collaborateur de Dieudonné, le petit juif, là. Elie Semoun. Elie Semoun, ouais, lui, j'ai déjà entendu parler. Bah, je vois qu'on vous refourgue tous les humoristes officiels, en fait, hein. Et celui qui avait joué dans Astérix Obélix, Jamel Debbouze, lui, je connais. Et il y en a un autre au nom un peu anglicisant, mais semble que j'aime beaucoup, qui a un humour un humour un peu absurde, très, très froid. J'oublie son nom. Il y a sûrement quelqu'un qui va le savoir dans les commentaires. Lui aussi, il avait joué dans le premier film Astérix et Obélix. Je l'avais trouvé, lui, je le trouve quand même intéressant. Ici, Troll des Montagnes. Est-ce que Isara est le véritable auteur du fameux faux de Rimbaud ou n'est-ce qu'une pathétique pantalonnade? Ou une géniale invention? Mais la réponse, j'ai déjà répondu à cette question, hein. La réponse, elle est dans le texte. Dans le texte prétendument de Rimbaud, de M. Rimbaud. Elle est dans la sagacité de l'exégète, dans la sagacité du lecteur littéraire. J'ai répondu à cette question. La réponse, elle n'est pas dans les éprouvettes de laboratoire de ceux qui ont analysé ce texte, les scientifiques qui ont essayé de dater le texte, de vérifier l'origine de l'encre ou du papier. La réponse, elle n'est pas là, elle est dans le texte. Hey, c'est une réponse littéraire. Dernièrement, je suis tombé sur un faux Pascal, en référence à Blaise Pascal, qui aurait été retrouvé à la BNF par Victor Cousin au milieu des années 1800. Et lui, en fait, il a lu les premières lignes et il était convaincu que c'était du Blaise Pascal. Et c'est drôle parce que j'étais allé voir ce texte-là puis je me suis dit comme, mais non, c'est clairement une imitation, puis même en plus une mauvaise imitation. Puis depuis, paraît-il que ça fait encore débat pour savoir est-ce que c'est un vrai ceci, est-ce que c'est un vrai cela. Je pense qu'un auteur réellement idiosyncrasique, réellement plein de lui-même, comme un Isara par exemple, un auteur qui, sans scrupule, avec audace, avec sincérité, fait du lui-même, va être très, très, très difficile à imiter. Alors que les auteurs médiocres sont les plus faciles à imiter. Mais est-ce que vous pensez, sincèrement, que M. Rimbaud, qu'il soit ou non l'auteur
donc, de ce texte. Donc d'ailleurs, j'ai oublié le rêve de Bismarck. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu des scrupules à écrire ce texte, s'il avait été de lui ou de non, attendu que ce texte, il faut, pour l'authentifier, il faut le mettre dans des éprouvettes. Ce que je veux dire par là, c'est que les exégètes, les prétendus spécialistes de Rimbaud, ne sont pas parvenus à déterminer si ce texte était de Rimbaud en se basant sur la qualité littéraire du texte. Il leur a fallu le secours d'éprouvettes, de microscopes, je ne sais quoi, pour analyser ce texte. Vous voyez que c'est souvent, ils vont faire des recoupements. Est-ce que ce texte-là a déjà été évoqué dans la correspondance? On sait que la fameuse chasse spirituelle, qui est un texte qui a hanté les Rimbaldiens pendant très longtemps, qui voulaient mettre la main dessus. Aujourd'hui, je pense que ça fait consensus que c'était une invention de Verlaine dans une stratégie de récupérer en fait les papiers littéraires et poétiques concernant Rimbaud qu'il avait laissé chez son ex-femme. Donc, la chasse spirituelle, par exemple, c'est un texte qui n'aurait apparemment jamais existé. Mais bon. Eh bien, moi, je cherche à récupérer les sincérités, les bonnes foi, à discerner le livret du bon grain. C'est-à-dire que vous avez les mauvais lecteurs qui s'extasient sur des textes médiocres sous prétexte qu'ils seraient signés de M. Rimbaud. Et puis, il y a les autres qui ne se fient qu'à la qualité textuelle, sans s'occuper de qui a signé ce texte. Puis au final, qu'est-ce que ça change? Est-ce que le texte est beau? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il évoque en moi des sentiments exceptionnels? Est-ce que ce texte-là me permet, comme le Christ, de rapparaître glorieux au devant des nuées? Alors ce texte, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Il est malicieux, il y a peut-être des airs isariens, peut-être des masqués, puisqu'il est censé être issu de ma plume, ce texte, je le rappelle, officiellement par rapport à moi. Attends, il y a des gens qui disent que c'est vous qui auriez écrit le rêve de Bismarck? Non, c'est pas moi, ce ne sont pas les gens qui le disent. Et qui dit ça? C'est moi, je l'ai dit. Ah, vous avez dit que vous avez écrit le rêve de Bismarck? Mais qui me croit? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Personne ne me croit. Dans les milieux autorisés, personne ne me croit. Mais la face, il faudrait savoir où est-ce que ce texte-là a été retrouvé. Parce que si c'est vous qui l'avez écrit, c'est sûr que genre ils l'ont pas retrouvé chez vous. Là. Et il aurait fallu que vous alliez le cacher quelque part dans une collection ou que vous le donniez. Oui, il y a beaucoup d'autres moyens vous savez, de faire entrer dans un texte comme ça, inconnu, sorti du néant, de le faire. Vous savez, ma spécialité, c'était aussi de laisser des textes d'aller à la bibliothèque, dans une bibliothèque, et de laisser des pages de textes mystérieux entre des pages de livres. Ça, c'était une expérience que j'ai fait, une expérience mystico-spirituelle, poético-livresque. C'est très intéressant parce que on voit tout le cheminement, le voyage qu'un texte sans auteur, un texte mystérieux, quoi. On voit le voyage qu'il peut faire dans la presse, d'âme en âme. Et ça, c'est très intéressant. Et après, on voit après le cheminement, où est-ce que ça aboutit. Alors, ça peut aboutir à du néant, à l'oubli total, ou alors à une postérité artificielle, comme le rêve de Bismarck. Le rêve de Bismarck, moi, j'écoute. Je suis un fan de Rimbaud depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Là, je connais son œuvre par cœur. Puis je me souviens que le rêve de Bismarck, ça avait été retrouvé. Ça a été retrouvé quand, à peu près? Genre à la fin des années 2010, à peu près? 2008. 2008, OK. Le rêve de Bismarck, fantaisie. Premièrement, c'est un texte qui a, on va dire, une espèce de présupposé politique, ce qui est assez rare chez Rimbaud. Peut-être le poème Démocratie dans Illumination, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le titre de Démocratie aurait été rajouté a posteriori puis que le titre ne serait pas de Rimbaud. C'est le soir, sous sa tente pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite. De son immense pipe s'écoule un filet bleu. Tu vois, genre, moi, là, ça ici, c'est le premier truc qui me fait douter. Parce que le truc du filet bleu, ça, c'est une image qui est très rimbaldienne, fumer la pipe. Ça se retrouve, par exemple, dans La Bohème, ça se retrouve dans le poème à Saint-Claude. S'échappe un filet bleu, les filaments bleus dans le bateau ivre. Là, ça ici, j'ai comme l'impression que c'est forcé. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui a pris des mimes,
qui a pris des images chères à Rimbaud puis il les a mis là-dedans. Mais en même temps, c'est sûr que Rimbaud, ces images-là lui appartiennent. Donc, il aurait pu les réemployer également. Là, Bismarck médite son petit index crochu. Là, on imagine Raphaël Zacharie de Isara en train d'écrire ça en riant à gorge déployée avec sa femme à côté qui dit « Lâche pas mon beau ». Son petit index crochu chemine sur le velin du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine, de l'ombre, il a rayé imperceptiblement le papier de Strasbourg, il passe outre. Triomphant, Bismarck a couvert de son index l'Alsace. On va aller lire la fin. Eh bien, mon cher, quand vous partagez la choucroute royale, vous rentrerez au palais avec des crimes. Et là, il y a même mot illisible ici. Donc, Raphaël Zacharie de Isara est peut-être même un génie. Il a tellement voulu que son faux soit réaliste qu'il a lui-même rendu certains des mots illisibles. C'était une déchirure du texte prétendument original. Ouais. Mais en même temps, si c'est un vrai texte de Rimbaud, c'est probablement une espèce de pastiche estudiantin. Là, on imagine que c'est un texte qui a été écrit un petit peu par un jeune, un texte trolatique justement pour choquer, pour provoquer. Évidemment sous pseudonyme, parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore avoir des prisonniers. Non, mais je vais vous dire, je vous interromps, je vous dis, ce texte que vous avez lu partiellement, il est de Rimbaud. Mais est-ce que vous y croyez quand je vous dis ça? J'ai pas étudié le dossier. Donc, honnêtement, je peux même pas me prononcer. Je veux dire, on me dit qu'il est de Rimbaud. Les platistes vont dire tu crois que la Terre est ronde, pas parce que tu l'as vu toi-même, parce qu'on te dit qu'elle est ronde. Ouais. Donc, là, je ne suis pas platiste. Je prends cet exemple-là complètement hors propos et exagéré pour troller. Mais on me dit qu'il a été écrit par Rimbaud, mais je n'ai pas étudié le dossier moi-même, donc j'en ai aucune idée. La vraie réponse. Mais le doute est sain, cela dit. C'est très sain de douter. Il y a une question vraiment, vraiment incroyable. Est-ce que Isara pourrait nous parler de son empalement? Ah oui, avec plaisir. Pour moi, c'était une belle expérience de ma vie. Une belle expérience, ainsi que l'hospitalisation qui a duré une semaine. Non, mais je ne plaisante pas. C'est très instructif, très bien. J'en suis très heureux. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais je ne le ferai pas 2 fois, cela dit. Mais je suis très heureux d'avoir vécu ça. Est-ce que c'était voulu ou c'était accidentel? Là? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, c'était involontaire, mais je ne regrette pas. Ça fait partie des richesses de la vie. C'est l'expérience de la vie. Voilà, la confrontation avec la mort. J'ai regardé la mort en face. Et puis, j'ai été hospitalisé. Voilà, j'ai fait face à ma plus grande angoisse, c'est-à-dire de me faire endormir sur une table d'opération. J'ai toujours eu peur de me faire endormir. Eh ben, ça s'est très bien passé. Puis, je suis ici pour aujourd'hui, voilà, pour vous en parler. Et dans le fond, la tige de métal, j'imagine, elle est entrée dans une fesse. C'est pas rentré dans l'anus. Non, pas du tout. Dans mon dos. Ouais. Là, à ce niveau-là. Et elle est ressortie dans mon ventre, transpercée. Quoi. Vous capoter un petit peu, là. Comment ils ont fait pour vous sortir de là? Genre, ils sont venus avec des pinces à métal, puis ils l'ont... Oui, les pompiers. Alors moi, j'ai rien vu parce que j'étais... empalé, donc le pal était dans mon dos, donc ils ont coupé avec vous savez, une pince, tout simplement. Et en plus, ce qui est chose extraordinaire, je n'ai aucun traumatisme. Au contraire, je suis même enchanté. J'étais enchanté. Bon, sur le coup, ça n'a pas touché aucun organe, ça n'a pas touché le diaphragme. Non, rien. Alors, je ne sais pas pourquoi, ou c'est peut-être moi qui, vous savez, on appelle ça comment la résilience. Mais je n'ai aucun traumatisme psychologique, rien. Que même de l'amusement, ça me fait rire. Je le prends avec humour. Ben oui, c'est ça, c'est un peu comme on parlait au début, que vous vous laissez positivement influencer par toutes les choses qui vous entourent, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, entre guillemets. Dans le fond, comme cet empalement-là est devenu même une source de création poétique. Oui, je n'ai rien créé à partir de là, mais voilà, ça fait partie de la richesse de l'expérience de la vie humaine pour moi. Je ne m'en plains pas du tout. Je me plains pas. Je me plains d'autant pas que je n'ai aucune séquelle. Donc, ça serait bien malvenu de ma part, bien ingrat de ma part envers le sort, que d'aller me plaindre. Non, au contraire, je remercie le ciel d'avoir pu vivre une telle expérience aussi intense sans que j'en ai la moindre séquelle, ni psychologique, ni physique. Donc, je m'en sors très bien, je suis très heureux. On arrive un petit peu à la fin du show, mine de rien. Peut-être quelques dernières questions par rapport au processus créatif. Donc là, vous, est-ce que vous écrivez un nouveau texte tous les jours? La moyenne au BAT, c'est quoi à peu près?
Non, non, c'est pas tous les jours. Bah, c'est selon euh, les allées et venues de mes muses. Hein. Et à mes muses, certains jours, eh bien, ne sont pas au rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Ça les regarde. Et puis certains jours, eh bien, elles sont affairées autour de moi. Elles me supplient voilà, de créer. Elle vous travaille au corps. C'est cela, c'est cela. Elles sont au pied de mon lit et puis je ne peux rien faire tant que je n'ai pas pondu mon œuf littéraire. Hein. Est-ce que Isara a des textes dans ses tiroirs, des textes inédits qu'il conserve pour après sa disparition finale, donc des textes. Pas du tout, j'écris au jour le jour. Tout ce que j'écris, c'est au jour le jour. Et donc, il s'est écrit et mis en ligne et il n'y aura pas de texte posthume. Alors, non, mais par contre, j'ai un texte et puis d'autres. Alors, par exemple, lorsque je fais des séries sur Clinchamp, bon, bah, quand je décide d'écrire sans texte, bon, bah, c'est au fur et à mesure, j'écris sans texte. Jusqu'à ce que le projet soit bouclé. Ensuite, j'ai un texte qui s'appelle, par exemple, Marguerite, enfin, je ne sais plus le titre. Et là, il est en chantier. Bon, je l'ai arrêté et puis j'attends que d'autres, je ne sais pas, enfin, le texte est assez long et j'attends, je veux dire qu'on vienne me demander une suite pour écrire la suite. Alors, le dernier texte, le dernier s'appelle Sailli par un nègre et c'est le dernier chapitre. Et j'attends que. Un beau texte pour être cancellé, ça? Oui, c'est l'histoire d'une vieille fille. J'écris ça au jour le jour. Mais en France, le mot en N, comme on l'appelle au Québec, le mot Oui. en N, vous en êtes Oui. rendu où avec ça? Est-ce qu'il est toujours dissible ou est-ce qu'il a été proscrit de l'espace public? Pas du tout, pas du tout. Il est toujours sur mon blog Isara Lune. OK. Marguerite, tapez Marguerite, vous allez tomber dessus. Là, il y a une charge frontale contre Raphaël Zachary de Isara dans les commentaires. Donc, un coup de bélier, quelqu'un qui décide de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Du Nord, Jean-Michel dit. Oui, du Nord. Donc, Raphaël Zachary est un pur plagiat et un faux littéraire qui ne sait ni lire ni écrire, comme le prophète Mohammed. Oui, bon, alors du Nord, c'est un troll, il est rigolo, hein, il n'est pas très intelligent, mais il est très rigolo. Bah, il est très connu. Attention, il faut que je vous arrête. Là, vous êtes sur le podcast Troll Academy. Donc là, il faut faire la différence entre un troll comme le Master Troll un troll involontaire. High IQ, High EQ, High Psyche, qui traite bien les victimes de ces trolls, qui cherche à les édifier, qui veut leur permettre de grandir comme les élèves du professeur Keating à la Société des poètes disparus. Et il y a les trolls, souvent mid to high IQ, comme j'aime dire, mais toujours systématiquement low EQ, qui cherchent à nuire et à, dans le fond, nous faire comprendre qu'ils ont mal à la vie. Bon, vous voyez bien sur sa photo qu'il brille par l'intelligence. Voilà, je vais dire ça. Est-ce que ce gars-là a été assez stupide pour mettre cette face-là, qui serait la sienne, en gros plan, sur son image, sur son avatar YouTube? Alors, Jean-Michel Dunord est un humoriste qui s'ignore. Il fait de l'humour sans savoir. Bon, je sais pas trop, bon, je le prends parce qu'il est d'abord premier degré. Il est très intelligent, hein, très fin, très subtil. Donc, il y va avec ses gros sabots. Il est du Nord, d'ailleurs. Hein. Mais il doit être jaloux. Moi, je ne suis pas méchant. Lui, il y va. Bon, il cherche à me. Bon, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il a contre moi, d'ailleurs. Mais je prends ça avec beaucoup d'humour. Il doit se sentir dans l'ombre de votre frère. Donc là, comme il ne peut pas se venger directement de Xavier, parce que Xavier est trop puissant médiatiquement, donc il se venge du petit canard à la patte cassée des Isara. Non, c'est pas ça. C'est que depuis une quinzaine d'années, il me semble, toutes les personnalités connues sur Internet, bon, ben, il les clash comme ça c'est son mode à lui son mode d'expression à lui, quoi. Parce que vous savez, quand on est limité intellectuellement, je dis ça sans aucune méchanceté. Hein. Ouais. On ne peut pas faire autrement, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup de bienveillance envers lui, d'ailleurs. Hein. Je n'ai rien. Parfois, il m'arrive de le bloquer lorsqu'il est trop envahissant, mais je n'ai rien contre lui. C'est juste vous savez, je le prends un peu avec, pas avec pitié, mais enfin avec condescendance. Mais moi, j'estime qu'il n'est pas vraiment méchant. Il fait de l'humour bien gras, bien gros. Il me fait rire, d'ailleurs. Hein. Ouais. Il me fait beaucoup rire. Hein. Mais Raphaël Zachary, c'est le week-end, c'est le congé pascal, c'est le week-end de Pâques. Et que nous disait Yeshua? Aimez vos ennemis. Les seuls passages de l'Évangile qui m'intéressent sont ceux qui ne sont à peu près jamais repris par les gens de droite, ceux qui sont les plus ostracisés, ceux qu'on aimerait oublier parfois.
Aimez Un ennemi, vos ennemis, disait l'agneau du Seigneur. Et Oui, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos ennemis, en réalité, sont des gens qui travaillent bénévolement pour nous. Donc, si leurs critiques sont justifiées, non, mais ils nous permettent de développer du self-awareness et de bonifier notre rapport au monde. oui, mais alors, sauf que Dunor n'est pas mon ennemi. Il ne critique pas, il n'a pas le pouvoir de critiquer, et il n'a pas les moyens de. Il est juste là pour manifester sa présence, mais quel que soit, pour lui, vous savez, c'est Dunor, il faut le connaître pour le comprendre. C'est pas quelqu'un qui va venir critiquer il fait du clash premier degré, ça va pas plus loin. Je vous dis, comme il est quand même un petit peu limité, alors sur le plan culturel et intellectuel, bon bah, moi je suis très bienveillant envers lui. Hein, j'irai jamais lui faire des méchancetés, hein, jamais. Non, non, moi voilà, je le prends comme vous savez, comme je sais pas, comme une marionnette, quoi. Il est pas très, je pense pas qu'il soit responsable à 100% de ses actes. Et puis, arrêtons de lui donner du temps d'antenne comme ça. Ici, Troll des montagnes qui réfère à probablement mon écrivain français préféré, Jacques Lacan, qui pour moi est à la fois un fou littéraire, un génie, un usurpateur, un charlatan, tout ce que vous voulez. Jacques Lacan est tout ça. Il est holistiquement plus grand que toutes les contradictions qu'il compose. Et ici, on a Isara apprécierait-il le fameux texte mystérieux de Jacques Lacan? Malheureusement, je ne sais pas à quoi il fait référence ici. Moi non plus. D'ailleurs, je ne connais pas le Jacques Lacan. Je n'ai rien lu. Hein. Je connais juste de nom. Je ne sais pas. OK, bien là, on va se faire plaisir. On va aller lire ce qui, selon moi, est le texte le plus hermétique et incompréhensible de Jacques Lacan, qui est l'étourdi avec un T. L'étourdi, évidemment, c'est un jeu de mots psychanalytique avec le étourdi et DIT, le dire. Donc, ça, là, honnêtement, Isara, c'est le texte le plus fucked up, le plus hermétique, le plus majestueux, le plus philosophiquement suicidaire et troublant. J'en ai fait des cauchemars. Je recommande à tout le monde d'aller faire ses dents, d'aller faire ses griffes sur ce texte-là de Lacan. Okay? C'est un texte impossible, de toutes les façons possibles imaginables. Donc, on va aller voir ça. J'ai envie de l'ouvrir, en fait, à n'importe quel moment. Au point que c'est un monde à soulever, que ce débat défunt des années, et là je ne sais pas c'est quoi les trucs de point-virgule et tout. Non, certes que la pensée du maître ne s'affronte pas Karen Horney, Hélène Deutsch, voire Ernest Jones, d'autres encore. J'ai pas l'impression que c'est le texte de Lacan, ça. Parce qu'il y a des figures, puis il parle de Thor, puis de toutes sortes de petites affaires. Attendez un petit peu. Bon, ça, celui-là, il ne marche pas. La langue. Avez-vous déjà entendu ça? La langue. Ça, me semble, il fonctionnait, ce lien-là, ici. L'étourdi. Et là, je pense que c'est bon. OK, regardez ça, là. Ça fait partie du texte. Donc là, je pense que dans l'autre texte, les graphiques avaient été un petit peu comme édulcorés. Fait que je veux juste en lire des bouts, là, juste pour que vous ayez une idée. Mais d'antithèse, soit du même plan, en un second temps, elle en dénonce le semblant. 2 points. À l'affirmer du fait que son sujet soit modal et à le prouver de ce qu'il se module grammaticalement comme qu'on dise. Ce qu'elle rappelle non pas tant à la mémoire que, comme on dit, à l'existence. La première phrase n'est donc pas de ce plan thétique de vérité que le premier temps de la deuxième assure comme d'ordinaire au moyen de tautologie, entre parenthèses, ici 2. Le réel comme impossible n'est pas du registre de ça. Je pense que c'est rajouté comme explication. Ce qui est rappelé, c'est que son énonciation est moment d'existence. Oh my God, ça n'a pas d'allure. Là, pour une raison qui m'échappe, ma souris a bugué. Oui, bon. Qu'est-ce que vous voulez vous voulez mon avis, c'est ça? Ouais, ben, ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, pour moi, c'est du charabia. Ou alors, si c'est pas du charabia, c'est la pure technique, de la docte technique qui n'est accessible qu'aux spécialistes et qui n'a strictement aucun intérêt sur le plan littéraire. Alors, s'il fait passer ça pour de la littérature, eh bien, pour moi, c'est de l'imposture. Ah non, ça clairement, c'est un de ses textes les plus inaccessibles. Il n'y a rien à faire avec ça, mais je m'étais amusé à le lire au complet à une époque
c'est quand même juste 30 pages. Il y a moyen de passer au travers si on ne se laisse pas trop impressionner par les espèces de graphiques qu'on peut voir ici, là, le S barré, puis ça, c'est ce que Lacan appelait les mathèmes, puis d'ailleurs, Sokal et Bricmont, dans leur fameux livre, Les impostures intellectuelles, là, ils se sont moqués de ça à fond. Fait que, mais l'étourdi de Lacan, là, honnêtement, si à un moment donné, là, vous êtes sous, ou genre vous avez envie genre, de vous donner volontairement des mots de tête, allez lire ça. Oui. C'est ce que j'allais dire. Okay. Avez-vous eu du plaisir à lire ce texte? Vous me posez la question? Littéraire. En fait, l'affaire, c'est que pour moi, l'étourdi n'est pas le texte qui est le plus intéressant littérairement de Lacan. C'est juste le plus hermétique. Mais il y a, par exemple, un intérêt littéraire à lire Lacan. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, certains de ses textes quand il parle de la littérature. Et là, il écrit litter en anglais, litter, la litière, là où les chats ou les animaux de compagnie défèquent. Donc, il parle de littérature dans ce sens-là. Il parle, par exemple, du symptôme par rapport à James Joyce. Ça, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Puis probablement que mon texte préféré, c'est Kant avec Sade de Lacan. Donc là, mon cher Zachary, on a un problème. C'est que ma souris, pour une raison qui m'échappe, a juste ne fonctionne plus. Donc là, j'ai plus de contrôle sur l'ordi. Donc, je ne peux pas enlever le lien de l'étourdi. Mais ce qui est fou, c'est que ça continue à tourner pareil. Le podcast continue à fonctionner. Donc, on va continuer à parler encore un petit peu comme ça. Peut-être que ça va débugger. Puis si ça ne débug pas, ben, malheureusement, on va être obligé de... Ben, je ne sais même pas comment je vais faire pour l'arrêter, en fait. En tout cas, continuons un peu à parler. Je vais peut-être penser à une solution. Donc là, est-ce que le prochain texte de Isara est en période de composition, de rédaction ou, dans le fond... Non, pas du tout. Ça viendra au jour le jour. Ouais. Alors, parfois, il m'arrive le soir d'avoir une petite idée. Et puis, le matin, au réveil, je prends mon café, j'écris mon texte. Et après, j'allais faire mon vélo, je vais faire mon sport. OK. Puis, contrairement à chez Roland Barthes, OK, je ne sais pas si vous êtes un fan de Roland Barthes. Moi, je suis quand même un fan assez appuyé. Roland Barthes parlait des stades de réécriture. OK? Des séances de réécriture. Et donc, un texte peut être bonifié, mais il peut même évoluer plus on ajoute de stades de réécriture. Et moi, j'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à tout écrire d'un seul jet et à m'en satisfaire et à l'accepter tel. Mais en vieillissant, j'ai comme, on va dire que j'ai introduit dans mes stratégies d'écriture justement les stades barthiens et je retravaille mes textes beaucoup. Et vous, dans le fond, est-ce que c'est des premiers jets? Est-ce que ça vous arrive de retravailler un texte? Alors, à partir alors, j'avais écrit des textes il y a une quinzaine d'années que petit à petit, j'aurais écrit parce que j'estime qu'il y a des répétitions, des maladresses, des lourdeurs. Mais depuis une dizaine d'années, même peu plus, non, j'écris tout d'un premier jet parce que j'ai acquis quand même une maîtrise technique. Et donc, non, et même avant, je ne réécrivais pas, la preuve. Jusqu'au texte environ vers le numéro 1000. Voilà, bon. Il y a quelques répétitions en dessous des textes 1000, mais sinon, non. Et c'est ça, justement, de pouvoir, lorsqu'on est sûr de soi, lorsque la plume est sûre, vous savez, c'est comme le pinceau du peintre. Il ne peut pas se permettre voilà, dire le premier jet doit être le bon, quoi. Et non, parce que mon inspiration elle est certaine, elle est totale, elle est pleine. Ma technique est sûre. Bon, quelques détails, bon, des coquilles, c'est tout, mais pas des... Non, je ne réécris jamais mes textes. Parfait. Donc, finalement, je viens de comprendre, heureusement, c'est un problème technique, c'est que ma souris n'avait plus de batterie. Donc, je l'ai plugué un petit peu, puis ça m'a permis d'enlever les cossins. Donc, on va juste finir avec les commentaires, puis on va arrêter le show après. Je vais être obligé de mettre ma batterie chargée. De toute façon, c'était dit 1 heure pour ce podcast-là. Donc, ici, Jesse Marassou qui disait « Du Nord est un faux aussi. Il n'apparaît pas dans ce chat, donc à plusieurs avatars. » Non, c'est le vrai, il n'y en a qu'un. Du Nord, c'est il a toujours les mêmes blagues qui ressortent, quoi. C'est toujours c'est obsessionnel. Oh, ouais, c'est mais l'amusant du Nord, vous savez, il faut savoir l'apprécier. C'est un comique qui s'ignore. Moi, il me fait beaucoup rire, Monsieur du Nord. Mais la face, c'est que ça, dans le fond, c'est l'approche d'un créateur souverain et authentique. J'ai un collaborateur que, dans le fond, ceux qui suivent le podcast régulièrement le connaissent, évidemment, Yann Rochdy, que j'appelle
le Dark Paladin. Lui, en fait, c'est une des personnes les plus détestées des interwebs québécois. Okay? C'est vraiment, littéralement, une des personnes les plus détestées, par exemple, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Et moi, dans le fond, on collabore souvent ensemble. Je l'apprécie quand même beaucoup. Et il est toujours attaqué sur les mêmes trucs qui tournent en rond et qui ne mènent nulle part. Et là, on en revient justement à cette fameuse formule-là de dire si Hitler buvait de l'eau, est-ce que ça veut dire que nous, on doit cesser de boire de l'eau? Parce que tout ce que Hitler fait est mal. Et là, dans le fond, c'est que le problème, c'est qu'il y a des gens comme ça, comme du Nord et comme les haters de Rushdie, qui tombent dans des tunnel vision où ils vont se dire cette personne-là, Rushdie, Izhara, elle est mauvaise. Elle est intrinsèquement mauvaise. Et à ce moment-là, dans le fond, je peux chercher à lui nuire comme si c'était une vidange, comme si c'était un non-être humain. Je n'ai même pas besoin de faire aucun effort pour le comprendre. Oui, mais le problème, c'est que du Nord ne cherche pas tant, il ne cherche pas à me nuire, il cherche à exister à travers moi. Je ne suis pas le seul qui l'a clashé. Lui, du Nord, son problème, c'est pas de. Il n'a rien contre moi. Ce qu'il veut, c'est être sur le devant de la scène. Comme il n'a rien d'autre que le clash pour exister, bon, c'est son moyen aussi à sa portée pour lui. C'est le seul moyen qu'il a trouvé à sa portée pour pouvoir exister sur le net. Mais je trouve ça très rigolo, moi. Ça m'offense nullement. D'ailleurs, déjà, il n'est pas absolument pas crédible. Déjà, son portrait parle pour lui-même. On voit bien que du Nord n'est pas versé dans la littérature. Hein. Et ce n'est pas une critique, hein, c'est juste, voilà, il est comme ça, on est tous différents. Et pour moi, vous savez, c'est un peu comme la marionnette qui amuse tout, un peu le bouffon, quoi, pour le dire. Voilà, c'est un bouffon. Mais je n'ai aucune méchanceté envers Monsieur du Nord. Hein. Ouais. Absolument aucune. Souvent, la place, c'est que ces gens-là ne produisent rien. Ils produisent rien, même. Oui, c'est vrai, c'est dommage. J'ai d'ailleurs essayé de lui expliquer, Monsieur du Nord, qu'il était sur Terre, c'était pour faire des choses positives, lumineuses. Mais je crois qu'il est hermétique à mon discours. Et c'est pas de sa faute en même temps. C'est ça qui est dommage, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que poète, tout ça, on se fait attaquer. On se fait dire que ce qu'on produit, notre contenu, c'est de la merde. Moi, je me suis fait dire récemment que je n'avais aucun contenu. C'est quand même bizarre pour un gars qui a produit au-dessus de 400-500 podcasts, si on inclut mon dernier show et qui a écrit nombre de poèmes et de textes. Mais je n'ai aucun contenu. OK? En réalité, ce que la phrase « aucun contenu » va dire, c'est « je ne suis pas d'accord avec ton contenu ». Et là, moi, c'est que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que c'est dommage, parce que moi, à l'inverse, je ne peux même pas te mépriser sur ton contenu, parce que tu n'en as pas. C'est dommage d'être attaqué par des gens qui n'ont rien à perdre. Ça les rend dangereux. Ouais. Oui, je comprends. Oui. Ouais. Non, mais je ne joue pas sur ce... Vous savez, moi, je n'ai pas ces mesquineries-là. Moi, je sais que je suis un puissant créateur et ça me suffit. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'être adoubé par un tel ou un tel. Je connais ma valeur et j'ai le sens de la littérature. Ça me suffit, quoi. Je ne cherche pas voilà, vous savez qu'on est dans... Mais hey, j'ai une dernière question. J'étais tombé sur un texte vraiment intéressant il y a quelques années de ça. Et ça expliquait, dans le fond, les âges de la création ou les âges de la créativité. Chez les mathématiciens, par exemple, je crois que c'est une répartie de Albert Einstein. Si un mathématicien, avant l'âge de 30 ans, n'a pas produit sa grande théorie, n'a pas accouché de son grand théorème, il ne le fera jamais. Et dans le fond, ce que ça signifie, puis c'est vrai également pour les autres domaines de compétences, pour les autres domaines de l'esprit, c'est qu'en général, c'est dans la vingtaine parce qu'on veut plaire au sexe de préférence, on veut se réaliser, on veut briller. Dans la vingtaine, dans la fleur de l'âge, c'est souvent là qu'on met les plus grands efforts pour exister. Et au niveau littéraire, c'est qu'on se rend compte, si on regarde les œuvres de différents auteurs qui ont été capables de faire le grand chelem de la vie, donc qui se sont rendus jusqu'à un âge avancé, leur production à 20 ans versus leur production en milieu de vie versus leur production d'aînés. Et ce qu'on remarque, c'est que les deux périodes les plus intéressantes sont toujours la période de la jeunesse, donc dans la vingtaine, période d'intense foisonnement de créativité, et la période de la vieillesse, la période de la maturité, où là, il y a une espèce de sagesse holistique, transcendantale, insoupçonnée, souvent un peu mystique, comme chez Swedenborg, qui s'introduit dans la création de la personne. Et bon, évidemment, la phase la plus plate, souvent, où les premiers échecs apparaissent, ou un petit peu
la traversée du désert, comment dire, a lieu, c'est en milieu de vie. Souvent, la milieu de vie, la personne et la période de création la moins intense. Et donc là, vous, Raphaël Zacharie Deizara, et je crois bien 57 ans que vous m'avez dit votre âge la dernière fois, est-ce que vous sentez que dans votre production livret, dans votre production littéraire, il commence à s'opérer une transformation, la transformation de ce que les Africains appellent les elders. Donc, vous êtes en train de devenir êtes-vous en train de devenir un vieux sage? Est-ce que votre prose gagne en sagesse? Est-ce que, dans le fond, l'impétuosité de la jeunesse laisse peut-être un petit peu place à quelque chose d'autre? Alors, je dirais qu'elle gagne en sagesse et ma plume gagne également en légèreté. Je veux dire par là, à 20 ans, j'écrivais très mal. C'était inspiré, disons, c'était je vais pas dire la genèse de l'inspiration, non, c'était des embryons, c'était embryonnaire. Bon, là, j'ai gagné d'abord en technique, en facilité d'écriture et en profondeur d'inspiration, oui, avec la maturité aidant, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la plume. Je crois que les peintres, ça doit être pareil, hein, les musiciens, me semble-t-il. Hein. Oui, oui, bien sûr, j'entre dans ma période, dans mon âge d'or, disons, l'âge d'or de ma plume. Et moi, réalisez-vous que j'entre dans la période de nullité de ma plume? Ah, j'en sais rien, je vous ai pas lu, hein, quasiment pas. Non, mais en référence aux âges, comme je disais, les âges de la création, moi, j'accoste en milieu de vie, là. Donc là, je vais devenir plate. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez encore le trésor de la vieillesse à exploiter. Alors, Ouais, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question en ce qui concerne d'autres. Mais non, moi, mais oui, je sens le travail de la maturation, je le sens. Parce que, premièrement, comme disait Corneille, il n'y a pas d'âge là, pour faire, comment dire, pour exercer son existence avec brio. Excusez, là, je cite très, très mal Corneille. La valeur du bras n'attend pas le nombre des années, un truc comme ça. Et que finalement, on est toujours capable d'apprendre et de se bonifier par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos nouvelles expériences. Et moi, honnêtement, je me considère une bien meilleure personne que je l'étais à 20 ans. Comme Izara, il n'y a pas de pessimiste en moi, même si je suis un grand fan de Schopenhauer. Je suis un fan plutôt de sa philosophie, de sa métaphysique et non pas de sa morale et de son pessimisme. Mais il n'y a pas de pessimisme en moi. Je suis un optimiste carabiné. Je ne vois que du positif. C'est pour ça que je continue à m'entraîner, à prendre soin de moi, à lire, à découvrir, à faire ce podcast-là. Et surtout à avoir l'audace d'être moi-même. Kant, dans son fameux manifeste « Qu'est-ce que les Lumières ?» disait « Saper aude » en latin, c'est-à-dire « ose savoir ». Et moi, je rajoute « ose être sincère, ose être toi-même ». Oui, bah, c'est bien ce qu'on me reproche d'ailleurs, d'oser être moi-même et d'être sincère et de ne pas édulcorer mon verbe et de ne pas me compromettre avec toutes les faiblesses et les mensonges de ce siècle. C'est ce qui fait que je suis tant aimé et tant détesté. Oui, parce que je pense que ça a deux impacts négatifs chez nos haters. C'est que premièrement, ça les terrifie. Ça les terrifie cette possibilité-là qu'un individu puisse être lui-même, parce que ça lui donne un grand pouvoir, ça lui donne une grande liberté. Et deuxièmement, c'est que eux, dialectiquement, ça leur révèle leur propre, entre guillemets, soumission. Au sens où eux, ils ont accepté la norme, non pas nécessairement par choix, mais par pusillanimité, par peur, par paresse. Et le fait que nous existions comme des élus, au sens de Néo dans la matrice, que nous existions dans la souveraineté de notre sincérité, ça les emmerde parce que ça leur rappelle leur choix, le choix inhumain qu'ils ont fait de s'aliéner à eux-mêmes pour plaire, finalement, à des individus qu'ils ne connaissent même pas. Oui, mais mon but, moi, ce n'est pas de déplaire, hein, c'est de montrer le chemin. C'est justement de dire à tous ces gens, bien, imitez-moi, soyez libres, ayez le courage d'être ce que vous êtes. Mon message, ce n'est pas d'écraser ces gens-là, non, c'est de les élever. Moi, je cherche à humaniser le monde, hein. Je ne cherche pas du tout à me moquer d'eux, à me réjouir de leur soumission, pas du tout. Non, ce que je veux, je dis qu'ils même me suivent. Oui, puis de toute façon, c'est la seule façon de l'idée qui vaille. Donc, c'est de l'idée, comme on dit, par l'exemple. Hein?
de guider par C'est ça. l'exemple. C'est ça. Oui. Écoute, on va terminer sur un dernier petit truc que je suis sûr que tu n'as pas vu parce que, comme tu dis si bien, tu ne consommes pas d'autres livres et probablement encore moins de cinéma. Mais tu es peut-être au courant qu'on a justement un réalisateur québécois qui fait fureur à Hollywood depuis au moins une décade, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui a réalisé la seconde partie du film Dune, qui est inspiré de l'univers du sci-fi de Frank Herbert. Oui. Et dans ce film-là, qui est un film à la plastique, à la facture excellente, il y a une scène qui, moi, m'a hanté énormément vers la fin du film. C'est quand le personnage de Paul Atreides, finalement, devient Muad'Dib et qu'il dit qu'il va guider son peuple jusqu'à la victoire. Et j'ai retrouvé cette scène-là qui a été recomposée par intelligence artificielle sur TikTok. Donc, j'ai envie de la faire jouer parce que je trouve ça très beau puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Moi, j'ai envie de dire, soyez Paul Muad'Dib Atreides. Guidez vos contemporains vers le paradis. I will lead you to paradise. I am listen al-Gahim. Hey man, je trouve cette scène-là exceptionnelle. Mais j'aime la passion. J'aime le caractère épique. On sait que Muad'Dib va devenir l'empereur de l'univers après ça. Et honnêtement, on a tous ce pouvoir-là en nous. Hein. On a tous ce pouvoir-là de faire le choix d'entrer dans la Twilight Zone de la sincérité où là, finalement, on révèle tout notre potentiel. Oui, moi, je propose d'emmener tous mes lecteurs dans les sommets isariens, en fait. Hein. Suivez-moi dans mes sommets. Voilà, je ne vous promettrai que du beau, que du bien, que de la vérité, que de la lumière. Et laissez derrière vous toutes les pesanteurs terrestres, toutes les lourdeurs du quotidien et toutes les lourdeurs de vos médiocrités. Et, ouais, faites le choix des hauteurs, même si c'est difficile. Extraordinaire. Donc, on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se tient au courant, un prochain podcast, peut-être avec mon ami Christian Avec Adam. grand plaisir. Donc, ça serait intéressant. On pourrait se faire ça bientôt. Et donc, merci d'avoir été là. Bonne nuit de ton côté. Là, tu avances là cette nuit, donc tu perds une heure de sommeil et une heure de temporalité d'écriture. Ça, c'est impardonnable de la part de nos maîtres qui s'amusent à nous faire avancer et reculer l'heure 2 fois l'an. Donc, bon courage avec ça. Les rêves isariens sont éternels de toute façon. Je ne m'occupe pas de l'heure d'été ou d'hiver. Hein. Parfait. OK, bye. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Ouais.